Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Les rites maçonniques dits égyptiens, longtemps restés confidentiels, ont déployé l'essentiel de leurs activités en dehors des grandes obédiences. Ils sont apparus dans le sillage des Cagliostro, Marconis de Nègre, ou encore des frères Bédarides, personnages controversés et sulfureux. Puis, un peu plus tard, ils ont regroupé des individus que les loges ne voulaient pas en raison notamment de leurs activités politiques. Les rites de Misraïm et de Memphis, cantonnés à quelques loges pour l'essentiel, sont ainsi devenus des foyers d'agitation politique étroitement surveillés par les autorités. À l'époque où les rites maçonniques égyptiens se sont structurés, on ne connaissait strictement rien de l'Égypte antique. On ignorait tout de son histoire, des différentes dynasties royales, de l'usage des monuments, dont une majorité était encore ensevelie dans les sables du désert, et de la signification des hiéroglyphes. L'égyptologie n'existait pas encore en tant que science autonome. On connaissait donc l'Égypte à travers l'image peu glorieuse que la Bible en donnait, et aussi à travers les œuvres de certains auteurs latins et grecs. Bref, les rites maçonniques égyptiens, sous la houlette de leurs promoteurs, ont investi un champ vierge de toute connaissance. Ça veut donc dire qu'on a égyptianisé, si je puis dire, les rites maçonniques, comme on aurait très bien pu les assyrianiser si les travaux de Georg Grotefend, publiés dès 1802 sur l'écriture cunéiforme, avaient suscité la même fascination que ceux de Jean-François Champollion pour l'écriture hiéroglyphique. Pourquoi les rites maçonniques égyptiens ne sont-ils pas parvenus à s'extirper de la marginalité ? Parce que, comme je l'ai dit, ils ont été souvent portés à bout de bras par des personnages sulfureux. Mais ce n'est pas le seul élément déterminant qui explique leur marginalité dans le monde maçonnique. En effet, les rites égyptiens se sont souvent heurtés à l'hostilité marquée des obédiences maçonniques. Sous le Second Empire, de nombreux républicains et révolutionnaires ont été contraints à l'exil. Même chose après l'écrasement de la Commune de Paris. C'est ainsi que des loges égyptiennes se sont créées en Grande-Bretagne, à Londres, dans le courant des années 1860 et 1870. Ces ateliers regroupaient des proscrits, mais pas uniquement comme on le croit trop souvent. En effet, les rites égyptiens ont aussi attiré des maçons britanniques en quête de mystères, de secrets et de grades. C'est ainsi que le 28 décembre 1870, une réunion des conservateurs généraux du rite de Misraïm a eu lieu dans la célèbre Freemasons Tavern de Londres, ainsi que le relate le journal The Freemason dans son édition du 31 décembre 1870. Y ont assisté l'éditeur-rédacteur Robert Wentworth Little, le comte William de Limerick et l'artiste peintre Sigismund Rosenthal. L'écrivain et occultiste John Yarker est devenu quant à lui le grand maître général du rite de Memphis en Grande-Bretagne le 8 octobre 1872. Il a été nommé à cette charge par Harry G. Seymour, grand maître du rite de Memphis aux États-Unis d'Amérique. Les rites égyptiens, on le voit, n'avaient pas bonne presse au XIXe siècle. En Grande-Bretagne et en France, ils étaient perçus comme dangereux et subversifs. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les dignitaires britanniques et plus largement anglo-saxons s'en sont particulièrement méfiés. Pour quelle raison ? L'historien Albert McKee la donne dans son encyclopédie de la franc-maçonnerie. Je le cite. En 1862, lorsque Marconis a remis le rite de Memphis dans les mains des autorités dominantes de la maçonnerie française, beaucoup de ces loges du rite de Memphis existaient dans diverses parties de la France, même si elles étaient en sommeil, parce que, comme nous l'avons déjà vu, 10 ans auparavant, elles avaient été fermées par l'autorité civile. Si elles avaient été actives, elles n'auraient pas été reconnues par les francs-maçons français. Elles auraient été considérées comme clandestines. Et il n'y aurait eu aucune affiliation possible parce que le Grand Orient ne reconnaît que les corps maçonniques qui le reconnaissent en retour, comme chef de la maçonnerie française. Et Mackie de poursuivre. Mais quand Marconis a cédé ses pouvoirs de grand hiérophante du rite de Memphis au Grand Orient, ce dernier a autorisé le réveil des loges de Memphis à la condition qu'elles reconnaissent leur subordination au Grand Orient et qu'elles travaillent seulement aux 3 premiers degrés sans conférer de diplôme supérieur à celui de maître maçon. Les membres de ces loges, au plus haut grade dans le rite de Memphis, devaient donc être considérés comme de simples maîtres. Selon Albert McKee, il y aurait donc eu une sorte de double jeu des maçons égyptiens. D'un côté, le rite de Memphis aurait fait officiellement allégeance au Grand Orient de France, pour ne pas être inquiété par les pouvoirs publics et les obédiences reconnues. D'un autre, il aurait continué officieusement ses activités, c'est-à-dire à élever les frères au plus haut degré du rite et à se développer au sein du Grand Orient de France.
Ce que McKee décrit, c'est donc tout simplement un processus d'infiltration de la franc-maçonnerie par une minorité agissante ou un groupe d'individus structurés autour d'un rite non reconnu. Le Grand Orient de France est présenté comme la tête de pont de ce processus. Cependant, il est probable que cette infiltration ait été plus un fantasme qu'une réalité empiriquement observable. Elle a néanmoins alimenté pendant des années la peur des maçons anglo-saxons en général et des maçons britanniques en particulier. Dans les années 1870, les journaux maçonniques britanniques ont en effet régulièrement tiré à boulets rouges sur les rites de Misraïm et de Memphis, qualifiés tour à tour de spurious, c'est-à-dire de faux, et de swindle, d'escroquerie. Les critiques sont même devenues si insistantes et si violentes que le Grand Orient de France a été contraint de réagir par l'intermédiaire de son secrétaire général, le frère Gilbert Thévenot. Le 22 août 1873, ce dernier a écrit au frère Robert Hamilton, grand secrétaire général du Suprême Conseil d'Angleterre, pour dissiper des rumeurs qui couraient à son sujet. Je le cite. « Ma réponse sera aussi simple que catégorique, la voici. Je déclare que je ne fais, et n'ai jamais fait partie, ni directement, ni indirectement, du soi-disant ancien et primitif rite de la maçonnerie, ni du pouvoir constituant de ce rite, nouvellement implanté en Angleterre, ce que je déplore amèrement. J'affirme que la mention de mon nom comme membre honoraire et comme possédant le 95e degré de ce prétendu rite maçonnique est une imposture que je signale aux maçons de tous les pays. » Fin de citation. On voit donc que l'essor des rites égyptiens, de Misraïm, de Memphis, a été particulièrement difficile au XIXe siècle en raison de leurs origines obscures et sulfureuses. Ils se sont heurtés tous deux à l'hostilité marquée des pouvoirs publics et des obédiences maçonniques qui les considéraient soit comme des escroqueries aux mains de charlatans, soit comme des foyers d'agitation révolutionnaire dirigés par des criminels. Dans ce climat de méfiance et de peur, la réaction britannique vis-à-vis de ces systèmes maçonniques devait être soulignée parce qu'elle demeure très peu connue des francs-maçons français et plus généralement encore de la recherche maçonnologique. Cependant, comment en expliquer le sens profond ? Comment expliquer cette focalisation des maçons d'outre-Manche sur des rites finalement ultra-minoritaires ? Ma réponse est la suivante. Cette réaction a fondamentalement pour explication un positionnement politique de la franc-maçonnerie britannique à l'égard de la franc-maçonnerie française. Oui, politique. Cette focalisation sur les rites égyptiens n'a été à mon avis qu'un prétexte pour dénoncer le Grand Orient de France, et au-delà de ce dernier, tout ce que la France pouvait représenter non seulement en termes d'instabilité politique, songeons au Consulat, Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, la guerre de 1870, les événements de la Commune, la République, mais aussi de risque d'exportation de la Révolution en dehors de ses frontières. J'en veux pour preuve un article de la revue The Freemason du 29 avril 1871, intitulé « Freemasonry in France », franc-maçonnerie en France. On peut y lire une condamnation sans appel de la Commune de Paris et de l'action de médiation entreprise par certains francs-maçons français, ainsi qu'une condamnation du rite de Misraïm, accusé d'avoir déployé ses activités sur le sol anglais grâce au soutien du Grand Orient de France. Un extrait mérite d'être cité, car il est on ne peut plus clair. Les francs-maçons d'Angleterre désavouent de tout leur cœur les manifestes de ceux qui, parmi les frères français, se sont égarés, et ils répudient toute connexion dans leur fraternisation avec les communistes et les républicains rouges. Il est néanmoins important de garder à l'esprit que c'est dans leur action en tant que corps maçonnique que nous décelons une faute, et pas dans les opinions que tout maçon, à titre individuel, peut choisir d'exprimer et de soutenir. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Je trouve ce paradoxe savoureux. Les francs-maçons français sont ainsi mis au banc de la franc-maçonnerie universelle parce qu'ils prétendent agir au nom de l'ordre maçonnique dans les événements de la Commune de Paris, mais ceux qui les désavouent de tout leur cœur, dans les colonnes du Freemason, font exactement la même chose. Ils les désavouent au nom des francs-maçons d'Angleterre, c'est-à-dire en tant que corps maçonnique. Il y a donc tout simplement ici l'expression d'une condamnation politique et d'un rejet clair et net de la Commune de Paris et des communistes, même si on prend soin de rappeler que chaque maçon, à titre individuel, demeure libre de ses opinions. Pour le dire encore autrement, je crois que la rupture de la maçonnerie anglo-saxonne en 1877 avec la maçonnerie française a été d'autant plus brutale qu'il y a eu, tout au long des années 1860 et 1870, ces polémiques incessantes sur le rôle et la place des rites de Memphis et de Misraïm, perçus tous deux comme des chevaux de Troie de la révolution sociale et politique dans une Angleterre hyper industrialisée et très inégalitaire. La Commune de Paris a également été un traumatisme chez les dignitaires britanniques. La mise à l'écart du Grand Orient de France et à travers lui de la maçonnerie française était en quelque sorte déjà dans les tuyaux depuis des années. Il fallait attendre un prétexte supplémentaire pour rompre. Autrement dit, on a les ingrédients d'une rupture de nature politique, si on ajoute à la peur des rouges infiltrés dans des réseaux, rites égyptiens, structures clandestines, la peur des libres penseurs et des athées présentés comme des individus dépourvus de morale. Évidemment, cette double peur fait sourire aujourd'hui compte tenu du recul historique dont on dispose, mais je reste persuadé qu'elle subsiste encore de nos jours du côté des grandes loges britanniques et américaines. En tout cas,
Dans le contexte de l'époque, elle s'explique très bien. On peut en comprendre l'étrange vigueur. En effet, à la fin du XIXe siècle, l'univers mental des francs-maçons reposait encore largement sur une approche mythifiée de leur propre histoire. Nombreux étaient ceux qui, en France, pensaient que la révolution de 1789 avait été fomentée dans les loges. Nombreux étaient ceux qui, en Grande-Bretagne ou ailleurs, étaient disposés à le croire.